un campus de la ville portuaire de Matadi, non loin du rond-point RTNC, avenue Sekingedi. L'université OREB IH en sigle vous ouvre ses portes des savoirs pour cette année académique 2022-2023 avec des facultés et mentions suivantes: faculté des droits, faculté d'économie et de gestion, mention banque, microfinance et assurance, gestion des entreprises et entrepreneuriat, management des organisations. Avec le système LMD, faculté de la santé, mention sciences biomédicales, sciences pharmaceutiques, santé publique et communautaire. Université OREB, temple du savoir bilingue, Congo central. Faculté des sciences et technologies, mention système informatique, intelligence artificielle, ingénierie logicielle en réseau et télécommunications. Avec l'université OREB IH, l'avenir de la jeunesse est assuré. La bibliothèque est ouverte à tous les étudiants. Faculté des sciences de l'information et de la communication, mention communication appliquée, communication des organisations, communication des affaires et marketing. En cas de coupure du courant électrique, Université OREB, c'est le temple du savoir bilingue au Congo central. I live at Kashu. Okay, can you introduce yourself? les installations hygiéniques impeccables. Pour tout contact, bureau du promoteur 081 906 3305. Email kaloum.rapi@yahoo.fr. Bureau du recteur 089 353 7292. Email rectorat.ith2021@gmail.com. Bureau du secrétaire général académique 089 88 92 871. Bureau du service des communications 081 905 87 64. 085 479 40 71. Email universitéoreb@gmail.com. Page Facebook Université OREB-Matadi. YouTube Université OREB IH. Site internet www.groupe-oreb.com. par Université OREB. Wi-Fi est permanent à l'Université OREB. Une seule adresse, avenue Sekingedi numéro 14, non loin du rond-point RTNC et en face à la station SNEL Oibika. Bonjour fidèles téléspectateurs d'OREB FM Télévision, nous sommes bel et bien dans notre tranche de tous les temps, espace Université OREB. Mais pas comme avant, nous avons une nouvelle initiative au sein de notre université par le département, à l'institut par le biais du département de marketing et de communication. Une nouvelle émission est lancée, est créée, est innovée grâce à l'initiative de son promoteur, l'ingénieur Abikabou Mangombe, le président du conseil d'administration de l'université, par l'accompagnement du rectorat avec les directeurs du cabinet, le chef de travaux Justin Logo qui accompagne à la conception de cette émission, ainsi que le bureau du secrétaire général académique qui aussi fait partie du conseil. Il s'agit de quoi? C'est une émission dédiée uniquement aux responsables des institutions et établissements scientifiques, les universités, les instituts supérieurs, ainsi de suite, dans le but de pouvoir parler de l'objectif sur comment collaborer interinstitutionnellement pour les partenariats. Voilà pourquoi le premier numéro est dédié à l'ISIPA. Tout à l'heure, là, vous allez suivre qui est invité, qui est ciblé pour nous donner des éléments. Suivez-nous sur Canal Plus. Nous sommes bel et bien sur la fréquence 368. Ne manquez pas. OREB FM Télévision. Nous sommes à vous.
un campus de la ville portuaire de Matadi, non loin du rond-point RTNC, avenue Sekingedi. L'université OREB IH, un sigle, vous ouvre ses portes des savoirs pour cette année académique 2022-2023 avec des facultés et mentions suivantes: faculté des droits, faculté d'économie et de gestion, mention banque, microfinance et assurance, gestion des entreprises et entrepreneuriat, management des organisations. Avec le système LMD, Faculté de la santé, mention sciences biomédicales, sciences pharmaceutiques, santé publique et communautaire. Université OREB, temple du savoir bilingue, Congo central. Faculté des sciences et technologies, mention système informatique, intelligence artificielle, ingénierie logicielle en réseau et télécommunications. Avec l'université OREB IH, l'avenir de la jeunesse est assuré. la bibliothèque est ouverte à tous les étudiants. Faculté des sciences de l'information et de la communication, mention communication appliquée, communication des organisations, communication des affaires et marketing. En cas de coupure du courant électrique, Université OREB, c'est le temple du savoir bilingue au Congo central. I live at Kashu. Okay. Can you introduce yourself? les installations hygiéniques impeccables. Pour tout contact, bureau du promoteur 081 906 3305. Email talou.rapi@yahoo.fr. bureau du recteur 089 353 7292. Email rectorat.ith2021@gmail.com. Bureau du secrétaire général académique 089 88 92 871. Bureau du service des communications 081 905 87 64. 085 479 40 71. Email universitéoreb@gmail.com. Page Facebook Université OREB-Matadi. YouTube Université OREB IH. Site internet www.groupe-oreb.com. par Université OREB. Wi-Fi est permanent à l'Université OREB. Une seule adresse, avenue Sekingedi numéro 14, non loin du rond-point RTNC et en face à la station SNEL Oibika. Bonjour professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. En tant que directeur général de ces institutions, pouvez-vous vous présenter en 3 minutes s'il vous plaît? Comme vous venez de me demander, je suis le professeur du programme Groupe Yvon, directeur général de l'ISIPA Matadi, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ainsi que l'ISIPA Matadi. En dehors de ma casquette de directeur général, donc je suis professeur d'université à travers le pays. Cette université, je suis professeur à temps plein à l'ISC Matadi et dans d'autres institutions de l'enseignement supérieur à travers la République. En même temps, je suis le vice-président du chef d'établissement de la conférence du Congo central. Le chef d'établissement de la conférence du Congo central et toutes les institutions de l'enseignement supérieur universitaire. Donc, je suis le vice-président de la conférence. La présidence est assurée par le recteur de l'IKV, qui est le président de la conférence, et moi je suis le vice-président en exercice de tous les chefs d'établissement de Congo central, donc de Kassano jusqu'à Mourou, comme on dit. Oui professeur, entrons à l'ISIPA, vous êtes le directeur général. Quelle est la structure de gestion de l'ISIPA et les modes de gouvernance mis en place? L'ISIPA, comme je l'avais dit, c'est l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse. C'est une structure qui date d'il y a 47 ans. En matière d'informatique, c'est-à-dire à 75, l'ISIPA a commencé. Et il y a un décret présidentiel qui date de
2006. Et l'ISIPA Matadi a été créé, n'est-ce pas, par un arrêté ministériel de 2011. l'ISIPA Matadi. Mais il y a l'ISIPA qui est à travers le pays, dont Matadi, qui a été créé en 2011. Alors, comment est structuré l'ISIPA? La structure de l'ISIPA respecte, n'est-ce pas, les normes de l'enseignement supérieur universitaire. Parce que c'est une institution d'enseignement supérieur universitaire. L'enseignement supérieur universitaire est régi par des normes. Il y a des organes prévus. Comme c'est une institution privée, il y a d'abord un directeur général, un PDG, président directeur général, et il y a un DG, le comité de gestion qui est coiffé par un directeur général, et je suis, il y a le secrétaire général académique, le secrétaire administratif du budget. Et il y a aussi des sections, l'ISIPA organise, selon l'ancienne formule, des sections. Il y a la section informatique, là il y a deux départements, il y a la maintenance et l'informatique et gestion. Il y a aussi la section sciences commerciales, où il y a la gestion financière et fiscale. Ça c'était l'ancienne formule. Maintenant avec la nouvelle formule, il y a une particularité, c'est la sciences commerciales, où c'est intitulé sciences commerciales et administratives, dans lesquelles sont organisées 3 filières: comptabilité, banque, et puis il y a assurance, microfinance, et enfin il y a la fiscalité, douane et axis. Voilà comment est structuré l'ISIPA. Professeur, dans la même logique, dirait-on la gestion de l'ISIPA favorise les compétences des enseignants et des étudiants au sein de l'institution? Oui, effectivement, la structure organe, je ne sais pas telle qu'elle est structurée, favorise la bonne marche dans tous les secteurs, que ce soit l'enseignement. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une institution d'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur est régi par des normes. Tel qu'on a conçu, bien qu'il y a un directeur et un président directeur général, mais les tâches sont vraiment décentralisées. Tout ce qui est l'enseignement, c'est vraiment entre les mains du directeur général qui ordonne ses activités. Et donc, la façon dont l'organe est structuré, il y a vraiment une décentralisation qui fait en sorte que chacun joue son rôle selon ce qui est prévu dans le loi cadre de l'enseignement supérieur universitaire. Et donc, chacun est libre, n'est-ce pas, d'évacuer ses tâches selon la logique des loi cadre. Donc, les gens développent facilement leurs compétences. Il n'y a pas de boulot d'étranglement dans ce sens-là, parce que c'est l'enseignement supérieur qui a ses normes. Donc, nous travaillons selon ces normes de l'enseignement supérieur pour que tout le monde donne le meilleur à lui-même. Donc, pour cette réponse-là, essayons un peu de parler sur votre profil en tant que directeur général en se référant aux instructions de l'enseignement supérieur universitaire. Quel profil peut-on avoir un directeur général de l'ISIPA quand on se réfère des offres et des formations organisées? Voilà, le directeur général, comme vous avez demandé son profil, d'abord, un directeur général doit avoir des formations, des compétences avérées. C'est un poste de responsabilité, une grande responsabilité, et dans une institution d'enseignement supérieur et universitaire. Je veux d'abord une parenthèse, vous savez, un directeur général n'est même pas nommé par les ministres. Ça, je crois que beaucoup ne font pas attention là-dessus. Et lorsqu'on met en place un comité de gestion, le directeur général n'est pas nommé dans les mêmes actes que le secrétaire général académique ou le secrétaire général administratif et les autres. On dit est désigné le directeur général. Et les autres, on dit, n'est-ce pas, sont nommés, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc c'est, et pourquoi je dis ça? C'est un poste de responsabilité.
En principe, le directeur général de l'enseignement supérieur universitaire est nommé par décret présidentiel. Soit, maintenant, compte tenu des lourdes de responsabilités que le président de la République a, il peut laisser cette équipe-là, cette possibilité-là au ministre de désigner. Il ne nomme pas, mais désigne. Et chaque fois qu'on nomme les comités de gestion, à la place de nommer à ce conseil de directeur général, on désigne. Donc, on désigne le directeur général parce que c'est en principe c'est le président de la République qui nomme le directeur général. Donc, c'est un poste qu'on doit occuper, bien sûr, mais qui demande une certaine expertise. Et comme nous sommes dans l'enseignement supérieur, l'ISIPA n'a pas dérogé à ça. Un directeur général, d'abord, doit être un professeur d'université. Un professeur d'université, n'est-ce pas? Ça doit diriger quand même les sommités, des gens qui ont un certain niveau, n'est-ce pas, enseignement supérieur universitaire. Donc, l'ISIPA aussi, sur cette lancée-là, un directeur général de l'ISIPA, qui patrouille à l'ISIPA, il est toujours doit avoir la qualité d'un professeur d'université. Il était directeur général à l'ISIPA. Et c'est un poste, comme on dit, comme un poste politique. C'est quoi? C'est un poste politique. C'est pas comme les autres postes, comme c'est des académiques, ça c'est plus technique. Et mais le directeur général, c'est un poste plus politique. Mais comme on sait, dans l'enseignement supérieur, il doit avoir la qualité d'un professeur d'université. Et l'ISIPA est sur cette lancée. Vous pensez, puisque nous touchons la personnalité morale ou physique du directeur général d'une institution, et ici nous sommes à l'ISIPA, comment pouvez-vous décrire les responsabilités d'un directeur général? Mais là, nous sommes précisément à l'ISIPA. Voilà, merci. Comme nous l'avons dit au début, l'enseignement supérieur universitaire est régi par des règles. Il est régi par des règles. Et vous allez remarquer que, comme il s'agit de gouvernance, la gouvernance, c'est l'ensemble des mécanismes dont la règle du jeu. Alors, l'enseignement supérieur est régi par des règles. Quand vous voyez, par exemple, ce qu'on appelle le vade-mecum, le gestionnaire, le vade-mecum des gestionnaires détermine, n'est-ce pas, les responsabilités d'un gestionnaire d'enseignement supérieur universitaire, que ce soit un recteur ou un directeur général académique. Donc, comme nous sommes régis par les règles, le vade-mecum est clair. Son article premier, où il décrit les tâches d'un gestionnaire d'enseignement supérieur universitaire, c'est-à-dire d'un recteur, il décrit les tâches d'un gestionnaire d'enseignement supérieur universitaire, c'est-à-dire le recteur et le directeur général. D'abord, le directeur général supervise et coordonne les activités de l'établissement. En dehors de ça, il y a plusieurs tâches. Il a la responsabilité, n'est-ce pas, d'assurer l'exécution de toutes les décisions, par exemple, des conseils de l'établissement. Il a la responsabilité d'exécuter toutes les décisions de la tutelle. Donc, en fait, c'est lui qui coordonne et supervise toutes les activités de l'établissement. Ça, c'est la responsabilité. C'est bien écrit dans le vade-mecum, à la page 13 et dans son premier chapitre. En un mot, c'est lui qui supervise et coordonne l'ensemble des activités de l'établissement. Professeur, merci là pour l'ISIPA. Nous voulons monter un peu les niveaux. À l'introduction, vous nous avez dit que vous êtes le vice-président de la conférence provinciale des chefs d'établissement du Congo central au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Alors, si on peut toucher ce point. L'année dernière, si je ne m'abuse, l'ISIPA, par votre qualité, a été choisi comme vice-président de cette conférence provinciale des chefs d'établissement. Double charge ou comment faites-vous pour que, par vous, l'ISIPA assure
l'organisation de cette tâche au niveau provincial vis-à-vis des autres institutions académiques? Voilà, effectivement, comme vous l'avez suivi, je suis le vice-président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Congo central. Je suis DG, ce n'est pas une double tâche par rapport à ça. Le problème, c'est la planification. Quand on planifie, n'est-ce pas, on peut avoir plusieurs casquettes, mais le faire de façon planifiée. Quand on planifie, gérer, c'est prévoir. Quand on prévoit, et la gestion sera facile. Et effectivement, vous voyez, c'est un organe qui seconde en fait le ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Vous voyez que le ministre national, les SEM, mais comme par exemple notre pays, nous avons 26 provinces. Le ministre ne peut pas se retrouver partout à la fois. C'est ainsi qu'il y a une création, n'est-ce pas, de cette conférence où le président de la conférence, même l'œil et l'oreille du ministre dans la province, dans sa province où il est, donc dans toutes les provinces respectives. Donc, ces tâches-là ne nous empêchent pas de remplir aussi nos tâches quotidiennes. Comme je dis, c'est le problème d'organisation. Et d'ailleurs, si l'ISIPA a été choisi comme vice-président, ce n'est pas un hasard. Vous voyez, l'enseignement supérieur et universitaire a été décentralisé aussi, c'est-à-dire qu'il y a des privés aussi qui œuvrent dans l'enseignement supérieur et universitaire. Et comme le président est ici d'une institution étatique, c'est ainsi que la vice-présidence devait être occupée d'office par une institution d'enseignement supérieur et universitaire privée. C'est ainsi que l'ISIPA ayant déjà fait preuve, n'est-ce pas, de l'expertise, soit de l'ancienneté par rapport à ça. J'avais dit que nous avons à peu près 47 ans. Mais c'est rotatif, hein. C'est rotatif et quelques temps après, il y aura une autre institution qui peut aussi remplir ces fonctions-là. Donc voilà un peu, pour qu'il y ait la parité, le président, c'est dans une institution étatique, le recteur du KV, l'Université Casabou, c'est ici que la vice-présidence était pour une institution privée. C'est cette qualité que nous avons été désignés. Donc, nous concilions très bien les tâches du directeur général et du vice-président. Oui, professeur, l'année dernière, le secteur de l'enseignement supérieur universitaire de la République démocratique du Congo a connu des moments de réforme à plusieurs niveaux, particulièrement avec le système LMD, avec son arrimage dans le secteur de l'enseignement. Alors, comme nous sommes avec vous sur la question de votre responsabilité à l'ISIPA, comment l'ISIPA a-t-elle intégré ces réformes dans les offres de formation? Oui, le système LMD, c'est un nouveau système qui a commencé de façon officielle chez nous l'année passée. Et nous l'avons intégré avec joie. Pourquoi? Parce que nous a détaillé les objectifs de ce système. Donc que non, ce système valait la peine. Mais comme au tout début, nous sommes au début, il y a toujours certaines contraintes, il y a toujours certaines difficultés, mais on arrive quand même à surmonter. Pour asseoir ce début-là, l'année passée, il a été organisé des formations. Formation à Matadi, tous nous étions à voir l'application. Les enseignants, tous les acteurs étaient formés pendant quelques jours. Mais c'est un système qui demande une formation continue. On est au début et nous sommes tentés de parfaire les connaissances dans ce sens-là. Donc nous avons acquis avec choix. Comme vous avez dit que non, d'abord, par exemple, ça permet à tout étudiant d'être au même diapason que n'importe quel étudiant sous notre ici. Donc vous pouvez quitter ici, vous allez en France et vous continuez pour vos études sans problème.
Voilà un peu, donc, cet objectif-là, vraiment, ça nous a beaucoup enchanté. Et pour le monde, nous sommes là, malgré les difficultés, mais nous essayons de nous adapter. Et surtout qu'il y a tout le moment des formations continues. D'ailleurs, je vous cite en passant, en tant que vice-président, qui est déjà, dès le mois prochain, les 23 et 24, il y aura une formation par rapport d'abord à la science qualité. Et il y aura une formation au mois de juillet, toujours LMD et la pédagogie universitaire. Donc là, c'est déjà notre planning. En tant que vice-président, je vous dis déjà ça. Donc déjà l'année, le mois prochain, nous serons en formation. Donc c'est un système qui demande, comme nous sommes encore au début, de formation sur formation, une formation continue pour mettre toujours déjà à niveau. Mais c'est vraiment bénéfique, bénéfique pour nous. Moi j'avais fait mes études universitaires à l'université de Kinshasa. C'est là où j'ai décroché ma licence en économie. Mais maintenant aujourd'hui, je me sens très à l'aise parce que j'ai fait mon doctorat à l'université pédagogique nationale. Pourquoi? Parce que là, il y avait des séminaires à caractère pédagogique. Il ne suffit pas seulement d'être docteur, n'est-ce pas, pour être professeur. Non, non, non. Il y a des aspects pédagogiques. Des aspects pédagogiques. Et dans ces doctorats, on a suivi ces aspects pédagogiques. Je prends par exemple les systèmes LMD. Les systèmes LMD, je peux dire que nous étions déjà à une longueur d'avance. Les systèmes LMD cherchent à former les gens par compétences, rendre les étudiants compétents. Alors que l'ancien système, c'était l'enseignement par objectif. C'est-à-dire vous êtes là, vous débobinez tout ce que vous connaissez, vous débobinez les hommes et les étudiants, vous débobinez et puis vous apprenez des grands professeurs. Ça c'était par objectif. Mais LMD par compétence et par les situations même. Dès que l'étudiant sort de la formation, il est apte à travailler. Ce n'est pas que nous allons commencer dans les stages et les performances. Non. C'est ça l'avantage de LMD. C'est-à-dire qu'un produit qui sort de l'université, il est directement compétent. Et ce sont des enseignements par des situations. Il faut créer des situations. Vous allez par exemple au Canada. Et c'est ce qui a fait que la France connaisse un peu de retard. Ils ont compris ça après. Comment la France, qui était déjà, du point de vue scientifique, mais le Canada a presque damné les pays à la France. Comment le Canada avait compris qu'il fallait enseigner les gens par compétence et par des situations, créer des situations. Et je prends un exemple, quand vous allez par exemple à votre université au Canada, en médecine, vous ne verrez pas un auditoire en médecine, il n'y en a pas. On vous inscrit, directement vous allez dans les cliniques universitaires, vous allez là-bas, pour regarder comment on est en train de... Ça, ce sont des situations, c'est ça l'enseignement par la situation. On voit déjà comment on est en train d'opérer quelqu'un, donc voilà. Et par après, on commence à vous enseigner. Et il était aussi inscrit quelqu'un qui étudie, travaille en même temps. Chez nous, c'était pas comme ça. Oh, étudiez d'abord, et après, vous allez travailler. Oui. Alors là, on a compris que nous, l'enseignement, maintenant, c'est pas des compétences. Il faut rendre les étudiants compétents. C'est ça, maintenant, la bataille de LMD. Donc, nous enseignons par compétences, par des situations. Quelqu'un sort directement compétent. Et non par objectif, vous débobinez ce que vous connaissez, et après, l'étudiant bourré de théorie. Donc, nous avons vraiment accueilli ça à bras ouverts. Nous sommes très contents. Et nous, d'ailleurs, dans l'informatique, déjà, c'est quelque chose de routine. Donc, déjà ici, on était déjà dans une situation de compétence, c'est par compétence, depuis des années, depuis plus de 47 ans. Et maintenant, comme on a formalisé, ça nous a vraiment enchanté. Donc, voilà un peu l'essai de l'observe. Mais ça demande de formation continue. Mon professeur, vous avez évoqué un point qui directement nous inspire à vous poser la question. C'est de la pédagogie universitaire. Avec le système LMD et autres, nous voyons que plusieurs établissements, les étudiants se plaignent de la façon mécanique d'enseignement des enseignants. Ils ne font pas sans les acquis de recherche approfondie. Virtuellement, ils sont un peu absents. Et à la vente parfois conditionnée des supports, des syllabis, des TP,
Et vous avez parfois des contentieux qui font que vous dites aux enseignants, ne faites pas ça, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas accepté. Maintenant, comment les IPA arrivent à faire face à une telle pression qui touche d'un côté les étudiants, de l'autre côté les enseignants, voire même les autorités, tant au niveau de l'institution qu'à l'extérieur? Donc effectivement, vous touchez un point important, nous sommes là dans le volet recherche. La recherche. Vous voyez, il y a l'émission pas de gouvernance et la recherche. La gouvernance, c'est l'ensemble des mécanismes de gestion d'une institution. Et on fait mener ça par des règles, des lois qui régissent une institution. Alors, parmi les règles, il y a beaucoup d'écrits par rapport à la formation des animateurs de l'enseignement supérieur. Mais malheureusement, laissez-moi vous dire qu'à ce point-là, il veut évoquer ce problème à deux volets, deux dimensions. Il y a le problème de formation dans le secteur privé et dans le secteur public. Quand, par exemple, on place la carrière d'enseignant, il y a un profil. On commence par l'assistant. L'assistant chef de travaux, professeur associé, professeur institut. Il y a même des contraintes. Ça, c'est la gouvernance qui a prévu ça. Quand vous ne respectez pas cette contrainte, on peut vous remercier. Dans l'enseignement étatique, j'ai constaté, dans l'enseignement étatique, là c'est bon. Au bout de 4 ans, un assistant qui n'a jamais publié, on peut vous mettre à la porte. Mais malheureusement, comme je suis aussi le vice-président, je voudrais un œil là-dedans, surtout dans l'enseignement supérieur privé. Nous sommes gérés par exemple, ça c'est notre Bible. On va dire comment. Il y a des règlements. L'enseignement universitaire est réglementé. La gouvernance a mis en place. Mais de ce côté-là, les gens ne suivent pas souvent ce que les lois disent. Les gens doivent mettre l'accent particulier sur la recherche. Mais malheureusement, laissez-moi vous dire, nous les professeurs, l'enseignement supérieur, c'est comme si on sait ça comme ici, il faut seulement donner un nom. Non. La recherche, c'est ça qui avance une nation. Comme on dit, il y avait mon maître qui disait, la science évolue à pas de thèse. Plus il y a des thèses, plus il y a l'évolution de la science. Mais les gens cherchent toujours les enseignants, les assistants, toujours dans le panier. Ils voient toujours un aspect de l'enseignement. Ils oublient ce qu'on appelle la recherche. Or, la recherche, c'est ça qui soutient même l'enseignement. Et même un pays, j'ouvre une parenthèse, quand vous allez en Corée du Sud, vers les années 60, 70, la RDC, à l'époque de Zaïre, avait un niveau 10, la Corée du Sud. Il y avait un maître qui avait fait pour la Corée, on lui a dit ça. Vous savez que vers les années 60, nous étions à descendre de la RDC. Mais qu'est-ce qui a fait que Corée du Sud soit aujourd'hui Corée du Sud comme il est là? Voler recherche. Ils ont donné, n'est-ce pas, beaucoup d'importance à la recherche. Et la recherche a fait que la Corée du Sud soit à ce niveau. La recherche, surtout la recherche scientifique. C'est ça qui élève même une nation. Quand il y a un problème, on résout par les chercheurs. Ce n'est pas seulement l'enseignement pour donner l'enseignement, non, la recherche. Donc, ces volets-là, c'est là d'ailleurs le cheval de bataille en tant que vice-président, surtout dans le domaine de l'institut privé, et tiennent compte de ce que la loi dit par rapport au profil. Ce n'est pas seulement l'enseignement, ce n'est pas seulement le mais il faut publier. La publication doit être une obligation. Et ce problème-là, le syllabus, vous avez raison. Ce problème de syllabus, c'est vraiment une problématique. Là. C'est vraiment une problématique. Le syllabus, il y a des gens qui donnent pour le syllabus qui date d'il y a 10 ans. On ne change pas les choses, on répète les mêmes choses. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas. Ils ont transformé l'enseignement supérieur seulement dans des cours magistrales. Dans les cours, c'est tout.
alors que le volet recherche, c'est ce qu'il faut privilégier. Et c'est ce qui fait que le monde ou soit de la science évolue. Mais malheureusement, les gens ne font ça. Mais il y a aussi un élément. Je suis contre la vente de syllabus. Ça, je suis contre. Moi, en tant que professeur, je ne vends pas de syllabus. Mais des livres. Il faut créer des livres. Il faut publier des livres. Il ne faut pas écrire des livres, publier. Et là, on peut faire ça. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il y a aussi un autre élément. Nos étudiants là, quand vous regardez même la façon dont ils prennent une note, mais non. Vous allez voir qu'il y a une note, c'est entre vraiment la nuit et le jour. Vous voyez? On a intérêt à ça, je suis content. Mais aussi d'autres problèmes de pouvoir d'achat. Les livres. Moi, j'ai déjà publié cette année, j'ai publié 2 ouvrages. Des ouvrages, ça c'est la statistique descriptive, ça c'est la comptabilité financière, n'est-ce pas, 2 ouvrages. Mais pour que les gens achètent un ouvrage, c'est là le problème. On publie, mais qui achète? Et d'ailleurs, vous payez. J'ai été là-bas le mois passé, n'est-ce pas, en France. Regardez, ça cet ouvrage, c'est à peu près la même dimension. Mais vous regardez les prix ici, l'ouvrage, j'ai acheté ça à combien? À 25 €. Plus de 20 $, plus de 25 $. Un ouvrage. Maintenant, qui va acheter un livre étudiant à 25 €? Qui va étudier? Et notre ouvrage, toujours j'ai acheté avec des prix. Mais même ça, en France, j'ai acheté ça en France, là, c'est 2023, j'ai acheté ça le mois passé. Voilà. C'est une publication, ça. Vous voyez les codes barres. Les prix 5 €. 5 €. C'est plus de 10 000 francs. Mais une petite fascicule comme ça, tu vas acheter. Alors, malgré ça, pour ne pas laisser la jeunesse l'espoir en souffrance, nous vendons ce livre au rabais. Voilà, je donne ça un prix d'un syllabus. Donc c'est un livre, maison d'édition, vous voyez, tout ça. En France, même, c'est 25 €. Moi, je donne ça, je dis, à 10. Donc, nous sacrifions même. Mais pour le besoin de la jeunesse, on sacrifie. On met ça à 10 $. Pas même 10 €. Mais en France, même volume, j'ai acheté ça le mois passé, à peu près, on est à 25 €. Mais malgré ça, nous faisons comme un effort, on passe à un mais qui achète, c'est ça aussi le problème. Il y en a plein de bibliothèques, c'est pas le achète. Mais nous faisons, on suit, on ne peut pas voir de syllabus, ni le TP, ici à je ne sais pas, on ne voit pas les TP. Cette pratique-là, ça nous aide à beaucoup d'institutions, et les raisons pour lesquelles nous sommes aussi là, comme l'un des ministres, comme les ministres ne peuvent pas être partout, n'est-ce pas? Nous sommes là, comme vice-président, comme chef de province, nous avons aussi vraiment martelé là-dessus, voir quelles sont les institutions qui sont encore dans ces pratiques. C'est déjà rigolo. Ces pratiques, c'est pas rigolo. Ça fait cette 3e année ici. Donc vraiment, je décourage même s'il y a des gens qui font encore ça. Ils doivent publier des ouvrages. Même si nous vendons ça au rabais. Mais si nous contribuons toujours à la jeunesse, c'est ça notre contribution. Bien, monsieur le professeur, juste une dernière question, et ça sera aussi votre mot de conclusion, juste après là. Professeur, vous venez de présenter pas mal de choses. Nous espérons que nos fidèles spectateurs seront surpris de voir que nous leur avons apporté cette information scientifique. Accordez-nous cette chute de notre émission. Conseil pédagogique aux enseignants. Quel conseil pouvez-vous prodiguer aux enseignants en rapport avec l'exercice de leur métier? Qu'en dites-vous? Comme conseil, quel conseil donnerais-je aux enseignants? L'enseignement, c'est un métier noble, l'enseignement. Je conseille mes confrères, mes amis enseignants, de considérer l'enseignement comme un métier noble. Il faut, des fois, c'est si passé. On ne peut pas considérer l'enseignement comme un tremplin. Il y a beaucoup de gens qui considèrent malheureusement l'enseignement comme un tremplin. Le tremplin, vous allez dans la piscine, vous voulez plonger, vous allez d'abord. Donc il faut l'enseignement pour en attendant. Non. On ne peut pas faire l'enseignement en attendant. On
ne peut pas considérer l'enseignement comme un tremplin ou comme la politique. Non. Enseignons autrement avec LMD. Enseignons autrement. Si il y a des années passées, on enseignait comme un catcheur, comme on disait, c'est-à-dire c'est comme un féticheur qui montre les choses à son élève, mais il cache certaines choses, n'est-ce pas? Il y a même un auteur, un musicien qui a dit ça, même si le féticheur montre ça, mais il cache toujours quelque chose pour lui. Non, nous sommes le système LMD. Enseignons autrement. Évoluons autrement. Quand vous enseignez, enseignez l'étudiant en mettant en esprit que vous donnez une compétence. Il ne faut pas enseigner de l'esprit d'un catcheur, comme on disait. Donc ça, je garde ça, c'est une chasse gardée. Hein? Vous donnez une question comme si un piège là. Donc, la Bojo Bango, excusez-moi, c'est notre langue aussi, n'est-ce pas? La Bojo Bango, nous enseignons autrement. Formons les gens autrement. Évoluons autrement. Nous sommes nécessaires d'aider et rendons vraiment ces étudiants compétents. Ça fait quand même une honte. Vous avez des étudiants qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à évoluer. Parce que le diplôme, hein, on écrit devant, hein, diplôme, tout ça. Derrière, c'est vierge. Dans un diplôme, c'est devant on écrit. Derrière le vierge, là, c'est maintenant l'étudiant de remplir ça par ses compétences, là, il va travailler. Ça fait quand même très mal. Et l'étudiant dans les services verriers, oh, il vient d'où? Ah, il vient de tel. Non, ça fait très mal. Même l'enseignant, il y a de l'idée, il ne faut pas produire. Donc, il faut les cacher aux étudiants. Enseignant autrement. L'enseignement, c'est un métier noble. Ce n'est pas là où on peut devenir riche. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont commencé l'enseignement sont décédés pauvres. Mais je ne dis pas qu'on occupe des pauvres, non. Mais tu peux t'enrichir, mais il ne faut pas venir ça à cet esprit-là. Je ne parle pas pour m'enrichir, non. C'est un métier noble. Il ne faut pas considérer aussi l'enseignement, comme je dis, comme un tremplin. Donc en attendant, non. Il ne faut pas faire l'enseignement comme en attendant. Il faut aimer ce que l'on fait et on fait en âme et conscience. Et avec ça, Dieu peut vous bénir et tu peux aussi vous trouver. Pourquoi ne pas aussi des riches? Mais des publications peut te rendre riche. Ce n'est pas seulement la façon de le dire. Il faut publier. Hein, dans les bibliothèques. J'étais en France là, même mon beau-frère était étonné. Il a fait 20 ans à Paris, mais quand il m'a accompagné à la librairie, il était étonné, mon beau-frère. On fait la quai pour acheter les livres. Plein à craquer. Il faut dire. Les gens ont compris la lecture, c'est ce qui avance. Et quand vous faites beaucoup de votes comme ça, vous enrichissez. Je vous ai dit, il n'y a pas un livre de 10 euros en France. Je vous ai montré, il n'y a pas un livre, il n'y en a pas. Et quand vous publiez partout sur l'international, vous aussi, mais aimez le métier et enseignons autrement. Le mot de la fin, n'est-ce pas pour aujourd'hui, je remercie d'abord l'équipe de Oreb TV pour cette émission, n'est-ce pas, qu'ils ont organisé. Je sais que c'est une première, mais ça ne sera pas la dernière. J'encourage de telles émissions. Ce n'est pas seulement mettre à la télé comment les gens dansent, comment ceci, mais ça, ce sont des émissions pareilles, scientifiques, qui élèvent. Quand il y a un problème dans un pays, ce sont des scientifiques qui doivent donner des solutions. C'est comme je dis le cas de Corée du Sud. Corée du Sud, aujourd'hui Corée du Sud grâce à la science. Et des émissions pareilles, j'encourage le promoteur d'abord, les jeunes ingénieurs rapides, n'est-ce pas? Vous voyez que quand vous avez une chaîne de télévision, on dit que c'est quatrième pouvoir, on dit c'est quatrième pouvoir, hein, on dit. C'est-à-dire que vous êtes là, mais même les gens qui sont sous votre ciel, ils entendent votre voix. Et ça peut aider. Donc déjà, cette initiative, je remercie beaucoup chapeau bas à l'ingénieur rapide pour avoir, n'est-ce pas, créé cette chaîne et puis l'équipe qui anime cette émission, cette tranche. Je vous remercie pour avoir pensé à notre modeste personne pour passer ces quelques temps.
Et j'ai dit encore une fois de plus à nos amis enseignants d'exceller dans tous les sens. L'enseignement, publication. L'enseignement, publication, recherche, conférence. Ça ne fait pas mal. Il ne faut pas se mettre sur le volet. Il faut associer tout. Et c'est ça, ce sont des recherches qu'il faut avancer la nation. Comme j'ai dit, c'est la thèse, le monde des sciences évoluent à pas de thèse. C'est-à-dire, la science évolue à pas de la recherche et publication. Voilà ce qu'il veut dire. Voilà qui commence bien, finit bien. Nous venons de bénéficier des éléments très édifiants de la part du professeur Oula Mangombo. Il est le directeur général de l'ISIPA, Matadi, en même temps le vice-président de la conférence des chefs d'établissement des institutions supérieures universités de la province du Congo central. C'était un réel plaisir pour nous, au nom de l'université OREB, avec son président du conseil d'administration, l'ingénieur Apika Mangombe, ainsi que tous les staffs, le secrétaire général académique, les professeurs Mabosso Papi Xavier, le directeur du cabinet, le chef de travaux Justin Logo et les deux collaborateurs de l'assistant du secrétaire général académique, Gilo Nkoumou, Mbaki Firmin. Le département des communications collabore avec la télévision OREB. Suivez-nous à l'heure où nous allons vous annoncer et vous serez émerveillés. Gardons contact et à très bientôt. Merci.